Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes la nouvelle ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. Et le ministre de l'Intérieur, précisément, c'est Gérald Darmanin. Vous en pensez quoi, vous, de l'affaire Darmanin, en vrai ? J'en pense quoi? Alors, plusieurs choses. D'abord, vous savez que je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de l'affaire parce qu'il y a une séparation des pouvoirs. J'appartiens au pouvoir exécutif, le gouvernement, et le pouvoir exécutif ne peut pas commenter les affaires judiciaires. Alors ça, c'est la précaution d'usage. C'est pas la précaution, c'est le principe. Et vous savez très bien que si je ne la prenais pas, je me ferais lyncher par les magistrats et les défenseurs du monde de la justice, ce qui serait bien légitime, car l'usage, c'est qu'on n'intervient pas dans les affaires judiciaires. Ensuite, moi, ce que j'observe dans ce que vous appelez cette affaire, entre guillemets, Darmanin... Moi, je vais y revenir sur les détails, même si vous ne voulez pas commenter forcément la décision de justice. Il y a la décision de justice, mais il y a les faits. Et c'est aussi alors là-dessus c'est là que j'allais en venir, entendre. je ne skiffe pas du tout, j'allais arriver là, je vais être très précise dans mes réponses. Ce que j'observe dans cette affaire, c'est qu'il y a eu une enquête et qu'il y a eu 3 décisions de justice qui amènent à un classement sans suite, 2 non-lieux et un classement sans suite, pour être très précise. Et que là, après des plaintes pour viol, harcèlement et abus de confiance. Voilà, exactement. Et que là, l'affaire a été rouverte pour une question de procédure, mais que Gérald Darmanin n'est pas mis en examen, il n'est pas inculpé. Et à 3 reprises, la justice a considéré qu'il y avait 2 non-lieux, un classement sans suite, et que donc il n'y avait pas eu de viol. Sauf qu'il y a les faits, et les faits qui ont été reconnus, y compris par Gérald Darmanin, avoir eu des faveurs sexuelles d'une femme au moment où elle lui demandait un service. Et puis il y a une autre femme à Tourcoing, elle, qui l'accuse d'abus de faiblesse. Elle dit qu'elle a demandé au maire un changement de logement pour quitter son logement insalubre, qu'il lui aurait demandé en échange des avantages en nature. Elle raconte qu'elle s'est sentie obligée de lui prodiguer une fellation en échange de l'avancée de son dossier. Ça, c'est les faits. Et ces faits-là, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais ces faits, Pauline de Malherbe, là, on est sur un plateau de télévision. On n'est pas dans un tribunal. Je ne suis pas juge. Vous n'êtes pas juge non plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans un état de droit? On s'en remet à la justice. Et là, c'est fait. La justice, au-delà de 2 phrases, a regardé les plaintes, a pris les dossiers, a enquêté, a investigué. Et la justice a été rendue à 3 reprises et a dit qu'il n'y avait pas de viol, qu'il n'y avait pas d'agression sexuelle, qu'il n'y avait pas de harcèlement. Donc moi, je ne vais pas mettre le dossier et faire un tribunal populaire public où nous allons regarder les faits et déjuger ce qui a été décidé par la justice. Vous n'êtes pas mal à l'aise? Mal à l'aise par rapport à quoi? Par rapport à ces histoires, par rapport à toutes ces féministes qui manifestent. Vous qui étiez, il y a encore 10 jours, chargée des relations hommes-femmes, chargée de l'égalité hommes-femmes. C'était votre combat? Mais c'est toujours mon combat. Moi, je vais être très claire. Je suis féministe depuis l'adolescence. Personne ne me retirera le droit d'être féministe et je n'attends pas de brevet de féminisme de qui que ce soit. Et notamment pas des gens qui, en fait, pourfendent le gouvernement et ne mènent pas un combat contre les violences sexistes et sexuelles, mais mènent un combat contre le gouvernement. Moi, j'étais très surprise de voir des groupes féministes qui sont anti-Macron et anti-gouvernement, qui, lorsque, par exemple, j'ai présenté la loi contre le harcèlement de rue, se sont mobilisés contre la loi qui protégeait les femmes face au harcèlement de rue, et qui maintenant disent « Oh, c'est scandaleux, le nouveau ministre de la Justice, à l'époque, était contre la loi contre le harcèlement de rue. » Donc on voit qu'en fait, il y a une instrumentalisation politique. Moi, je suis féministe depuis toujours. Je n'aurais jamais accepté d'être ministre délégué ou de travailler d'ailleurs avec un homme qui aurait été reconnu coupable de viol. Moi, mon combat pour l'égalité femmes-hommes, c'est quoi? Vous avez quand même évolué sur ce... Vous venez de dire reconnu coupable de viol. Bien mais sûr. Quand vous étiez chargée des relations hommes-femmes, à propos de Roman Polanski, vous aviez dit « Je n'applaudirai jamais un homme accusé de viol ». Bien sûr, mais la différence, c'est quoi? C'est la justice, Apolline de Malherbe. Justement, pour Roman Polanski, la justice était passée. Il était accusé, mais il n'a pas été... voilà. Mais non, pour Roman Polanski, il y a plusieurs affaires, dont plusieurs qui n'ont pas été jugées. Et c'est la raison pour laquelle... Donc pour Roman Polanski, c'est pas acceptable? Non, ne faites pas comme si c'était 2 situations identiques. Pour Roman Polanski, je me suis exprimée très clairement et très en détail, en disant que pour moi, Roman Polanski était devenu, probablement malgré lui, le symbole d'une forme d'impunité, parce qu'il y a des plaintes de femmes, il y a des femmes qui l'accusent de viol, et que ça n'est pas passé par la justice. Et mon combat, c'est que ça passe par la justice. Mon combat, c'est que toutes les femmes qui vont déposer plainte pour viol, qu'elles déposent plainte contre un cinéaste très connu, contre un ministre, contre le voisin, le chauffeur de bus, le boulanger, que toutes leurs plaintes soient prises, que toutes leurs plaintes soient transmises et qu'ensuite la justice puisse passer, soit reconnaître qu'ils sont coupables et ils doivent alors être évidemment
condamnés parce que le viol est un crime grave, soit ils ne sont pas coupables et alors ils ne vont pas être condamnés sur la base des faits. Sur cette question de la justice et de la présomption d'innocence, on comprend bien, évidemment, en effet, vous le dites, il y a eu non-lieu et puis aujourd'hui, la justice travaillera puisqu'il y a l'ouverture d'une enquête. Ouais, mais la présomption d'innocence, quand on voit que François Bayrou n'a pas pu rester ministre pour un soupçon d'emploi fictif au MoDem, quand on voit que François de Rugy n'a pas pu rester président de l'Assemblée nationale pour une histoire de homard sur une table et que là, pour une accusation de viol... Alors, c'est pas président de l'Assemblée nationale. François de Rugy était ministre de la Transition écologique. Mais lorsqu'il était plus président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il était à l'Assemblée nationale... Il a souhaité démissionner. Il a souhaité démissionner. Bah, écoutez, il a démissionné. À quel point il avait été poussé à la démission. Alors, quand même. Moi, je vais vous dire honnêtement, Apolline de Malherbe, je ne sais pas quelle heure il est, depuis combien de temps on est là-dessus. Moi, j'étais venue naïvement pour présenter les fonctions qui sont les miennes en tant que ministre de la citoyenneté. Et ça concerne notamment la protection des femmes. Ce que vous incarnez dans votre combat, c'est important aussi. Bien sûr, mais on va reparler du homard de François de Rugy. Moi, je suis allée au bout de cette question. Pour un homard, il a démissionné. Et c'est son choix. Et là, pour une accusation de viol, il n'y a pas de problème. Non, parce que la justice s'est passée, Apolline de Malherbe. C'est-à-dire, si quelqu'un a porté plainte contre vous, vous êtes passé en justice et la justice a dit en fait cette dame n'est pas coupable et il y a un non-lieu, vous n'avez plus le droit de travailler, vous n'avez plus le droit d'exercer votre métier. C'est quand même une question, ça n'a rien à voir. C'est le job. C'est ce dont vous me parlez depuis tout à l'heure. Le job, c'est ministre de l'Intérieur, en charge notamment de la police. Et là, la police, elle va devoir faire une enquête sur le ministre de l'Intérieur. Pourra-t-elle travailler en liberté ? La police travaille évidemment en liberté et le ministre de l'Intérieur a immédiatement écrit au président de la République, au secrétaire général de l'Élysée, au Premier ministre et au service pour dire qu'il ne voulait jamais être tenu au courant de rien, d'aucune affaire qui le concerne. Et par ailleurs, vous me permettrez d'ajouter qu'au ministère de l'Intérieur, le ministre et le Premier ministre ont souhaité me confier la responsabilité de la protection des femmes côté ministère de l'Intérieur. Concrètement, c'est 230 millions d'euros engagés par le ministère de l'Intérieur pour les forces de l'ordre, pour mieux protéger les femmes, pour qu'on poursuive le système d'alerte des forces de l'ordre pour les violences conjugales dans les pharmacies qui avait été mis en place avec Christophe Castaner, pour qu'on développe la plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr sur laquelle vous avez des policiers et des gendarmes qui 24 heures sur 24 sont à l'écoute des femmes. Donc pour vous, les féministes qui manifestent doivent cesser de manifester. Moi, je n'ai jamais dit aux gens vous avez le droit de manifester ou pas le droit de manifester. Les femmes qui ont envie de manifester ont parfaitement le droit de manifester. Et en tant que ministre, maintenant place Beauvau au ministère de l'Intérieur, je ne me permettrai pas de dire aux gens s'ils ont le droit de manifester ou pas. Il y a des autorisations pour ça et quelque cause que ce soit, on peut manifester. Mais moi, je voudrais dire à ces femmes qui manifestent que je comprends les questions et quand on entend ce qu'on entend dans la presse, je comprends que légitimement, elles se posent des questions. C'est normal d'y répondre et la réponse, elle est apportée par les décisions de justice. Et donc cette décision de justice qui sera encore en cours puisqu'il y a enquête. Parlons de votre job. C'est une création. Vous êtes donc ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la citoyenneté. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, il y a plusieurs volets. Un que je viens d'évoquer qui concerne la protection des femmes côté ministère de l'Intérieur. Et je le ferai bien sûr main dans la main avec ma successeur Elisabeth Moreno qui est aussi très engagée sur ces questions. Puis il y a un volet important de citoyenneté. Alors je sais quand on a annoncé ministère délégué à la citoyenneté, certains se sont dit c'est un concept vague, abstrait, etc. Pas du tout. Ce sont des politiques publiques très concrètes. C'est par exemple la vie des étrangers en France. C'est par exemple les procédures de naturalisation. C'est par exemple l'asile. C'est par exemple les valeurs de la République, au premier rang desquelles la laïcité. Donc vous savez que c'est un principe qui me tient à cœur. Vous aviez même publié un livre, Laïcité. Absolument, avec le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. J'ai eu l'honneur de recevoir l'an dernier le prix Laïcité du Grand Orient de France. C'est un engagement que je porte de longue date. Et je crois qu'il est important que le gouvernement prenne à bras-le-corps la question de la laïcité. Nous sommes plusieurs ministres à nous engager sur cette question. Et avec Gérald Darmanin, nous voulons renforcer la place de la laïcité, par exemple dans les parcours de naturalisation. Les gens qui arrivent en France, peut-être méconnaissent en arrivant, et c'est normal, les principes de la République française. Nous pensons que dans les parcours de naturalisation, il est important de renforcer le principe de laïcité, c'est-à-dire tout simplement au sens de la loi de 1905, le droit de croire ou de ne pas croire sans être inquiété pour cela, mais le fait que les lois de la République sont supérieures à tout principe de loi communautaire. Est-ce qu'il faudrait changer les lois ou changer les obligations qui conduisent à devenir citoyen français ? Je crois que pour l'instant, on est dans la deuxième partie du quinquennat. Donc ma volonté à ce stade, ça n'est pas de modifier les lois. En revanche, j'observe... Ce que vous voulez dire, c'est que
si ça continue au début d'un prochain quinquennat, là, vous pourriez changer les lois? Alors, je viens d'arriver, 2 minutes pour l'instant. On va se concentrer sur la fin de ce quinquennat-là et sur ce qu'on va pouvoir faire concrètement. Et notamment, il y a beaucoup de lois qui existent, c'est beaucoup de décisions gouvernementales qui ont été prises. Il y a eu des comités interministériels, notamment sur l'intégration, etc., qui n'ont pas encore été appliquées parce qu'elles sont dures à appliquer. Par exemple, les délais pour obtenir l'asile. Quand vous arrivez en France, vous êtes demandeur d'asile, vous allez remplir votre dossier et vous avez quasiment 2 ans, je crois que c'est 20 mois en moyenne, avant d'obtenir une réponse et qu'on vous dise oui ou non, est-ce que vous pouvez rester en France. Et le président de la République et le gouvernement s'est engagé pour faire en sorte de réduire ces délais, de les ramener à 6 mois. Et donc ça va être une de mes missions dans le ministère dont j'ai la responsabilité, de faire en sorte que les administrations se mobilisent, et elles sont déjà mobilisées. Donc vous êtes plus dans l'application que dans l'invention ou la création? On est plus dans l'application. Je ne vais pas faire de nouvelles lois, néanmoins on va avancer de nouvelles mesures. J'ai lu dans la presse une interprétation disant Marlène Schiappa ne prendra aucune mesure. J'ai jamais dit ça. Ce que j'observe, c'est que ce n'est pas la période pour faire de nouvelles lois. Il y a eu Covid, etc., calendrier parlementaire déjà très chargé, ni pour lancer des grands plans à 5-10 ans. Néanmoins, je suis en train de travailler sur ma feuille de route avec Gérald Darmanin, sous l'autorité du Premier ministre Jean Castex, et nous présenterons bientôt cette feuille de route, et il y aura bien évidemment des mesures importantes. Vous avez dit que vous vouliez lancer, je vous cite, des opérations de reconquête républicaine. C'est quoi? Par exemple, c'est quand, avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, donc nous allons à la Chapelle de nuit auprès des forces de l'ordre soutenir ces opérations de reconquête républicaine qui sont menées par les forces de l'ordre, qui font un travail remarquable. Au ministère de l'Intérieur, c'est 290 000 femmes et hommes qui tous les jours font vivre au quotidien. C'est eux qui font vivre les valeurs de la République très concrètement dans ces quartiers dits de reconquête républicaine et qui vont reconquérir l'espace public face aux larcins, face au harcèlement de rue, face au vol, face aux stupes, face à tout ce à quoi ils sont confrontés, y compris la nuit dans ces quartiers parfois difficiles. Gérard Collomb, lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur, avait eu cette phrase, je le cite, « La situation est très dégradée. Le terme de reconquête républicaine, que vous reprenez donc à votre compte, prend tout son sens parce que dans certains quartiers, c'est la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants et des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. » Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, je partage ce constat. Et d'ailleurs, c'est pas un constat théorique, c'est ce que l'on observe. Je vous parlais de la Chapelle. Quand nous y sommes allés, il y avait un couple qui était avec sa petite fille à l'étage. Ils sont descendus, on a échangé avec eux, avec Gérald Darmanin. Ils nous ont dit, notre petite fille, Louise, elle a 6 ans, elle va pas au square en face, parce que le square en face, il est squatté et qu'il y a du deal toute la journée. Donc elle n'est jamais allée jouer dans le square en face. Donc votre mission, c'est que cette petite fille, elle puisse aller jouer dans le square en face. Exactement, c'est tout à fait ça. Et hier, nous étions à Calais avec la maire Natacha Bouchard qui mène un travail très important et qui, là aussi, fait face à des situations, à une situation migratoire et à une situation sécuritaire très compliquée et inhumaine pour tout le monde, inhumaine pour les migrants, inhumaine pour les personnes qui vivent à Calais. Et donc notre volonté, c'est de remettre de l'humanité dans cette situation. Emmanuel Macron a dit « Il faudra être intraitable avec le séparatisme ». 2 questions là-dessus. D'abord, le séparatisme, c'est quoi ? Le séparatisme, ce sont toutes les personnes qui veulent s'organiser en marge de la République et donc se séparer de la République et qui considèrent que leurs lois religieuses, communautaires, de tradition, sont supérieures aux lois de la République. C'est par exemple les gens qui considèrent qu'ils ont le droit de faire exciser leur petite fille, parce que la tradition, pour eux, c'est exciser leur petite fille. Eh bien, à ces gens, nous disons non. Nous disons que les lois de la République sont au-dessus de toute loi, de toute coutume, de tout principe, et que lorsqu'on s'intègre dans la République française, eh bien, il y a un travail à mener pour intégrer aussi les lois de la République française, et c'est un travail dont j'aurai la responsabilité. Et ça consistera en quoi? C'est-à-dire que là, on a compris ce que c'était que le séparatisme à vos yeux, mais quand Emmanuel Macron dit « il faudra être intraitable avec le séparatisme », ça passera par quoi? Est-ce que vous allez mettre en place des outils, des contraintes, des lois, voire même un crime de séparatisme? Comment ça va marcher? Alors, on va mettre en place des outils. Le Premier ministre Jean Castex va s'exprimer dans quelques jours, et lors de sa déclaration de politique générale, il aura l'occasion notamment de s'exprimer sur les objectifs de lutte contre le séparatisme et contre le communautarisme, et de dérouler notamment le calendrier qu'il aura décidé pour la mise en œuvre de ces questions dont nous aurons la responsabilité avec le ministre de l'Intérieur. On nous parle d'un calendrier, on nous parle d'une feuille de route, mais quelles peuvent être les mesures? Les mesures, elles font partie de la feuille de route. Moi, je pense qu'il y a 2 volets dans la lutte contre le séparatisme et le communautarisme. Il y a d'abord un combat culturel. Ce combat culturel, c'est de ne rien lâcher sur ces questions-là. Prenons par exemple ce qui s'est passé à Dijon,
les actes de violence inouïs qui ont, je crois, choqué énormément de gens qui les ont découverts sur les vidéos. Et on nous a dit pendant quelques jours, c'est un affrontement entre communautés, et cet affrontement entre différentes communautés va se régler à la mosquée sous l'égide de l'imam. Alors moi, je crois que chacun a la liberté de croire, et si des personnes qui sont en France sont des musulmans, des musulmanes, je défendrai mordicus leur droit à pratiquer leur religion librement, sans être stigmatisés pour cela. En revanche, je pense que les affrontements et les problèmes sécuritaires ne se règlent pas à la mosquée. Ils se règlent avec la République, donc ils se règlent en préfecture, ils se règlent avec la justice, ils se règlent dans les commissariats. Et je crois que parler de communauté... C'est un problème culturel. Bien sûr. Ça se règle comment un problème culturel? C'est l'éducation? C'est l'éducation, c'est aussi les mots que nous choisissons d'employer. Vous voyez, Napoléon Bonaparte, qui était de Corse comme moi, Napoléon Bonaparte disait « les mots sont tout ». Et moi, je crois que les mots sont importants. Et quand on a un glissement de vocabulaire... Il y a quand même un moment aussi où... Pardon, mais quand on a un glissement de vocabulaire et qu'on commence à parler de communauté sans cesse, et ben ça veut dire qu'on morcelle le pays et qu'on arrive à ce que Jérôme Fourquet appelle le puzzle français. Vous avez plein de simili-communautés qui s'informent dans leur coin, qui ne se parlent pas entre elles et qui ne partagent pas il faut pas en parler. Et le commun sont les valeurs de la République. Mais la question, c'est de lutter contre le communautarisme et de faire en sorte que chacun s'intègre. S'intègre pourquoi? C'est pas s'intégrer pour s'intégrer. Pourquoi on devient français? On devient français parce qu'on partage les valeurs de la France, les valeurs de la République. Et vous savez, moi j'ai fait, quand j'étais élue locale, quand j'étais maire adjointe, j'ai participé à des cérémonies de naturalisation et ce sont des moments solennels et très émouvants parce que vous avez des gens qui ont voulu devenir français, qui sont venus en France et qui viennent là acter qu'ils deviennent des citoyens français. Et en général, ces gens sont très fiers de recevoir les documents, d'être là. Tout le monde fait venir ses proches et on rentre dans la communauté nationale parce qu'il n'y a qu'une communauté en France. La République est une et indivisible. Vous êtes heureuse et à de ce votre moment-là, nouveau job? Oui, je termine là-dessus. Vous voyez que ça me passionne. Je termine juste là-dessus. Et à ce moment-là, ils intègrent les valeurs de la République française et ils les défendent. Et dans ces valeurs, il y a la laïcité et il y a l'égalité femmes-hommes également. Et oui, je suis très heureuse de mener ce combat avec le ministre de l'Intérieur et sous l'autorité du président et du Premier ministre. Avec le ministre de l'Intérieur, hein, vous êtes assez consciencieuse. On a entendu au moins 3 fois, je n'ai pas tout compté, mais au moins 3 fois, vous disiez... Je suis ministre déléguée. Avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Bien sûr. Encore une fois, quand même, on est un peu étonné qu'il n'y ait aucun état d'âme, quoi. Mais pourquoi j'aurais des états d'âme? Parce que vous avez partagé la cause d'un certain nombre de féministes et qu'aujourd'hui elles en ont. Bien sûr, et cette cause, elle a été soutenue par Gérald Darmanin quand il était ministre de l'Action et des Comptes Publics. C'est des choses qui ont été peu reprises, mais par exemple, à chaque fois que j'ai eu besoin d'argent, concrètement, j'ai appelé le ministre de l'Action et des Comptes Publics qui nous a débloqué de l'argent. Je suis partie en laissant 5 millions d'euros supplémentaires à ma successeur grâce à une décision commune que nous avons fait acter auprès du Premier ministre Édouard Philippe à l'époque. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics de l'époque, Gérald Darmanin, et la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, ensemble, nous avons obtenu ces 5 millions supplémentaires. Et dès son entrée en fonction, Gérald Darmanin a réuni les directeurs d'administration et leur a demandé de présenter rapidement des feuilles de route pour construire un objectif de 50% de nomination de femmes au plus haut poste. Donc vous avez pu du ministère de l'Intérieur. Absolument. Nomination de femmes, là aussi quand même un point. Vous vous étiez battu pour qu'il y ait des femmes partout. Vous dites d'ailleurs aux entrepreneurs, notamment, si vous voulez vraiment une femme, vous les trouverez. Oui. Et quand vous voyez qu'Emmanuel Macron, à 2 reprises, avait dit « je souhaite que le Premier ministre soit une femme » et qu'il n'en a pas trouvé, c'est qu'il n'a pas bien cherché? Non, c'est pas la question. La question, c'est regarder la composition du gouvernement et qui est plus que paritaire. Et moi, je m'étonne que personne ne l'ait relevé. Oui, mais comment il y a plus de femmes. La pyramide, quand même. Encore une fois, il n'y en a eu qu'une en tout dans l'histoire de la Ve République. Oui, mais je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de femmes en politique. Il faut qu'il y ait davantage de femmes qui s'engagent. On a contribué à féminiser fortement l'Assemblée nationale de la volonté d'Emmanuel Macron. Mais Marlène Schiappa, c'est vous-même qui le disiez. Vous le dites à vos interlocuteurs. Vous dites décidez d'y mettre une femme. Pourquoi vous n'avez pas dit ça à Emmanuel Macron? Absolument. Ou alors vous lui avez peut-être dit, mais il ne l'a pas fait. D'abord, juste peut-être, est-ce qu'on peut remettre les choses sur la table? La prérogative de la nomination du Premier ministre, elle revient au président de la République et personne ne va frapper à sa porte pour lui dire hey, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est le président de la République qui prend cette décision. Et moi, je me réjouis parce que en France, on regarde toujours ce qui ne va pas. Je pense qu'on peut regarder aussi les avancées, les efforts. Je me réjouis qu'à l'approche des 10 ans de la loi Copé-Zimmermann, pour qu'il y ait davantage de femmes aux responsabilités, je me réjouis qu'on ait un gouvernement avec davantage de femmes que d'hommes. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, ou en tout cas une des rares fois dans cette proportion. Je crois que c'est 17-14.
17-14. petite période. Hein. Oui, on est à 17-14, c'est quand même quelque chose d'important, avec des femmes aux armées, le ministère des Armées, avec Florence Parly, Geneviève Darrieussecq, il est 100% féminin, puis beaucoup de féministes. On a Brigitte Bourguignon, qui a présidé la commission des affaires sociales. On a Roselyne Bachelot, que je ne présente pas évidemment. On a Barbara Pompili, qui est numéro 2 dans l'ordre protocolaire des ministres et qui incarne ce sujet. Elle a été coprésidente, la première femme à coprésider un groupe à l'Assemblée nationale. Donc moi, j'entends bien qu'il faille critiquer et voir ce qui ne va pas dans le gouvernement. Je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour l'ensemble des commentaires. C'est normal que les Français soient sceptiques au début. Eh bien, jugez-nous sur les actes et ce gouvernement agira comme il l'a toujours fait pour l'égalité femmes-hommes. Et donc, pas d'état d'âme en tout cas. Et heureuse de son nouveau job, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. Merci à vous d'être venu sur RMC et sur BFM TV ce matin. Il est 8h54.